enfin bon après-midi. On n'est pas très nombreux, donc on va profiter avant de démarrer peut-être de faire un petit tour de table. Juste la raison pour laquelle vous êtes là. Comme ça, s'il y a des questions spécifiques auxquelles on peut peut-être répondre, ça serait plutôt sympa, plutôt que vous nous quittiez sans avoir eu la réponse à la question. Il faut faire circuler un micro pour le live. Ouais, tu peux faire ça. Ben, si on peut donner le micro à chacun des aimables participants qui ont bien voulu venir, et juste nous dire votre nom, votre prénom, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Plutôt aux gens derrière, nous on se connaît tous, on est tous membres de DCF, je vous dirai qui on est. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors moi, Pascal Bravo, je fais partie de la mêlée en tant qu'adhérent. Okay. Et je viens à cette table ronde parce que moi, j'accompagne des TPE dans tous leurs besoins marketing. Et donc, ce que vous proposez en thème m'intéresse parce que je travaille beaucoup avec les forces de vente aussi. Donc voilà, excellent. Le sujet m'intéresse. Parfait. Donc ne te gêne pas si tu as des questions, profite. Et merci pour la présentation. Bonjour, Bonjour. Hugo Bittard. Je suis là essentiellement pour voir la vision des commerciaux dans le monde de la digitalisation. Parfait, ben, génial. Et juste, pardon, tu peux lui redonner, c'est quoi ton activité? Je suis pentester, je fais des audits cybersécurité. Ah ok, super. Merci. Il y a des commerciaux là-dedans aussi, hein, pour vendre la cyber. On pourrait croire que non, mais oui. Bonjour. Bonjour. Odile Benahi. Donc moi j'ai été directrice développement au groupe PJ Algérie. Donc j'ai vécu 20 ans en Algérie. Je viens d'arriver sur Toulouse. Cool. Et je viens voir un petit peu en complément de mon traditionnel ce que le digital peut apporter à la force de vente. Ok. On va en parler aussi. Bonjour, Jean-Philippe Horard. Moi, je suis consultant en marketing. Je travaille à la mêlée accessoirement. Okay. Et je dis toujours à mes clients que leur premier commercial, ça doit être leur site web. Donc je vais voir si on va être raccord ou pas. Ok, bah justement, on va aussi s'en parler. Tu me dis quand ça passe à l'écran, parce que là, pour le coup, c'est pas le cas. Ouais. J'y suis. Je me vois là. C'est juste que pour que vous voyez le truc, j'ai mis un petit support vidéo, enfin, quelques slides pour qu'on se parle du sujet, s'ils veulent bien passer. Ouais. Ok. Bon, donc l'idée c'est de se parler de la digitalisation. Alors le sujet, on va d'abord échanger sur la partie digitale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont tous les domaines qu'on adresse et qui percutent la fonction commerciale, hein. Parce que le sujet c'est... Ouais, par contre il ne suit pas le truc. Comment? Ah, et donc on n'a pas la presse derrière. Ouais, mais bon, je la fais avancer. Comme ça. Et là, à chaque fois, vous voyez le truc. Bon, mais voilà. Donc, on va d'abord se parler de la place des commerciaux. Ensuite, on va regarder, enfin, en tout cas, du digital. Et au final, qu'est-ce qui reste? La réflexion là-dessus, c'est plutôt qu'est-ce qui reste à un être humain dans la démarche commerciale, dans un monde digitalisé. Voilà. Est-ce qu'on peut faire sans être humain? La réponse est oui, puisqu'on a des responsables de sites web. Oui, un site web, ça vend, sans pour autant qu'il y ait une personne en présentiel face à une autre personne pour lui vendre quelque chose, ce qui est le rôle de la fonction commerciale. Donc, est-ce qu'on peut passer au-delà? Et surtout, on verra qu'est-ce qui reste aux commerciaux et en quoi ça a bouleversé notre façon de travailler. Alors, ils ne se sont pas présentés, mais tout ça, c'est des DCF, donc je vais vous dire qui on est rapidement aussi. Donc, rapidos, moi qui je suis, j'ai deux casquettes. Donc je suis le dirigeant de Dale Carnegie pour le Grand Sud-Ouest. Carnegie, c'est un grand centre de formation qui fait du développement des relations humaines. Voilà, donc on est plutôt sur le développement personnel, les relations managériales et puis le commerce. Mes sources d'infos, c'est que je fais partie d'un réseau mondial. Hein. Carnegie, on est dans 95 pays. On travaille tous sous forme de franchise, donc on travaille ensemble quasiment tous les jours sur plutôt des grandes entreprises. Je fais partie du syndicat des franchisés et dans ce syndicat-là, je travaille sur une équipe qui est mondiale, sur laquelle on réfléchit à comment vendre un grand compte en étant de multiples acteurs, tous franchisés d'une même marque, pour travailler et faire grandir un même compte. Voilà. Donc ça passe par les outils digitaux, bien évidemment, mais ça passe aussi par... travailler ensemble de façon plus intelligente. Et puis, donc, je suis président des dirigeants commerciaux de France. Donc, les DCF, rapidement, c'est un réseau d'associations en France. On est 75 associations, on est à peu près 2500 membres. On a 3 grandes missions. La première, c'est faire la promotion de la fonction commerciale auprès
des jeunes, voilà, parce qu'on manque de commerciaux, et aller dans les écoles, dire aux jeunes pourquoi la fonction est extraordinaire et pourquoi c'est une bonne idée de s'y intéresser. La deuxième grande fonction, c'est de faire à peu près la même chose dans les entreprises, parce que ce n'est pas gagné non plus. Hein. Beaucoup de commerciaux dans les entreprises ne sont pas perçus comme ils devraient être perçus, ou la fonction n'est pas perçue comme elle devrait l'être. Et puis ensuite, le dernier grand sujet, c'est de travailler sur la prospective, donc de voir l'évolution de la fonction dans un monde digital qui se transforme, en l'occurrence. Voilà. Et pas que, parce qu'il y a aussi d'autres sujets qu'on est en train de traiter, et ça s'appelle les DCF Labs. Voilà. Et j'en prends un peu la responsabilité petit à petit, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je suis passionné par mon métier. Je voudrais que le plus de gens le fassent. Et donc j'essaie de le porter et montrer à quel point c'est un métier d'avenir, en tout cas aujourd'hui, malgré tout, et malgré la fonction qui se digitalise. Donc, attaquons direct par les sujets. Donc, qu'est-ce que fait en fait la digitalisation dans le métier de commercial? C'est que, il rend le client plus puissant. Vous êtes tous capables de lui fournir de l'information avec des sites web de plus en plus précises, de plus en plus distillées et pratiquement souvent au bon moment. Donc ça veut dire que notre client à nous, quand on va le visiter, il est de plus en plus informé de ce qu'on fait. Voilà. J'imagine que vous avez tous fait un acte d'achat dans un magasin. Si vous êtes un peu technicien, vous avez sûrement bricolé sur les sites web pour découvrir quelle télé vous alliez acheter, et vous êtes assez vite rendu compte que le pauvre gars dans le magasin en sait beaucoup moins que vous. Voilà. Donc ça veut dire que faire du commerce quand on ne connaît pas très bien le produit, ou moins que le client, ça rend la chose plus difficile. C'est un des premiers sujets que le digital a mis en œuvre, et on verra que même dans le B2B, les gens ont largement fait leur choix avant de nous rencontrer, nous, en tant que vendeurs. On arrive avec des forces vives dans les entreprises qui sont des digital natives. Ça aide pas forcément le sujet. Hein. Ils sont tous très forts sur un téléphone portable, beaucoup moins forts sur un fichier Excel avec des tableaux croisés, et encore moins sur la passion d'un CRM. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont digital natives, ça marche bien pour la fonction, malheureusement. Par contre, ça veut dire qu'ils ont toutes les qualités du digital native. Ils sont vifs, ils savent faire plusieurs trucs à la fois, ils se déconcentrent toutes les 2 minutes, ils font toujours 3 trucs en même temps. Bien. Donc ça rend la tâche plus difficile aux managers notamment. L'adaptation du digital est croissante depuis le Covid. On a été forcé de rentrer à la maison et de se débrouiller, de faire ce qu'on pouvait depuis la maison. Alors la plupart d'entre nous n'ont pas fait forcément du commerce, hein, on s'est tous débrouillés. Voilà. Néanmoins, ça a rendu le truc en tout cas plus abordable, on va dire. Il y a peut-être, un peu avant le Covid, j'aurais eu une entreprise de Limoges qui me disait, voilà, je veux former mes commerciaux. J'aurais dit, bougez pas, j'arrive. Voilà. Dans la journée, j'aurais fait 6 heures de caisse et j'y serais allé. Aujourd'hui, on fait un Teams de à peu près une demi-heure. On se dit, OK, ça c'est bon. On va passer au directeur commerciaux. On se refait un Teams d'1 heure et on signe un truc sans jamais avoir vu les gens dans leurs locaux ni être allé chez eux. Voilà. Ça c'est un bouleversement parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et certains commerciaux ont eu beaucoup de mal. Et donc, ça va perdurer. Hein, faut pas, voilà. Et le dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle qui est partout et on essaye de la mettre partout. Et ça va accélérer les relations entre les gens. On discutera à la fin un peu aussi du Web3, des blockchains, des smart contracts, enfin, des trucs qui nous ont déjà dépassés et qui nous remplacent déjà pas mal. Voilà. Donc, dans ce monde-là, comment nous, on peut fonctionner? Alors, la digitalisation de notre métier, elle s'est faite par petits bouts, d'accord? Je suis assez vieux pour avoir connu la machine à écrire. Donc quand j'étais jeune, j'allais voir une assistante qui tapait mon devis sur une machine à écrire. Ça n'a pas duré très longtemps, on l'a vite remplacé par Word, puis on nous a vite donné Excel pour faire des tableaux, des machins et des trucs. Donc ça fait longtemps que notre profession se digitalise et c'est venu petit à petit. Un jour est arrivé l'email, voilà, ça nous a éliminé les TUC, vous savez, les travaux d'utilité collective, là. Les enveloppes pour les mailings, là, c'était vachement intéressant. On finissait avec la bouche un peu sèche. Donc là, maintenant, ça se fait tout par mail et c'est vachement mieux. Voilà. Puis est arrivé l'agenda électronique partagé. On peut partir du bureau et tout le monde sait où on va. Et on peut donc partager son temps avec les autres. Donc en termes de gestion du temps, ça nous a amélioré la donne. Les outils de gestion de tâches, alors, je ne sais pas si vous en êtes arrivé jusque-là, mais on a sur son téléphone la capacité de voir sa journée organisée heure par heure, les tâches à faire, à quel moment elles s'incluent, avec qui on travaille, de quelle manière on participe. On est prêt sur la gestion de projet avec du Teams maintenant. Ça commence à devenir, avec mon téléphone, je pilote tout. Quoi. Voilà. Je n'ai plus besoin de rien. On a commencé aussi à travailler les outils collaboratifs, les Slack, les Trello, les Teams. Alors Teams maintenant mélange les deux. Ils ont été plutôt bons là-dessus. Du coup, ça permet aussi de travailler en équipe sans se déplacer, sans avoir forcément de lien humain. Ça perturbe aussi la relation pour un directeur commercial ou un responsable de vente de sa relation avec les autres et avec son équipe, parce que souvent, on fait une réunion de Teams maintenant. Voilà. Et plus les gens sont éparpillés, notamment les équipes commerciales,
et moins on se... Bon, tu nous en parleras, j'imagine. Le CRM, le truc qui est arrivé, j'ai jamais travaillé autrement qu'avec un CRM, donc j'ai commencé vraiment à travailler avec en 1989. Donc j'étais dans une boîte d'informatique déjà, et on avait notre propre CRM. J'ai jamais su faire autrement. Je ne sais pas comment les gens font autrement, sauf que ça reste délicat et on a un vilain pendant en ce moment. Tout le monde est passionné par la data. Pour avoir de la data, il faut qu'elle soit quelque part. On a choisi de la mettre dans le CRM, donc on torture les commerciaux pour qu'ils remplissent les CRM avec de la data. On finit même par les payer pour qu'ils en foutent dedans. Et pour l'instant, sans trop leur expliquer pourquoi, et encore moins le résultat probant. Voilà. Il y en a des résultats probants pour ceux qui en ont beaucoup. Hein. La plupart d'entre nous, on n'en a pas assez pour faire prendre des décisions stratégiques et intelligentes. Ensuite, la démat, ça aussi, ça a créé une problématique, c'est qu'on s'envoie tout par Internet. Le client peut avoir accès à des tas de trucs sur le site web. Les gens peuvent se faire des devis tout seuls maintenant. Voilà. Peuvent aller jusqu'au bout de la démarche. Donc du coup, ça nous a pas mal perturbé. Et je finis avec le dernier, c'est toute la digitalisation de la fonction administrative. C'est que on envoie les factures avec un logiciel direct chez le client. On fait signer le client à distance. Donc en gros, on arrive à plus trop se voir. Hein. Voilà. Si on veut. Et tout fonctionne. Voilà, à peu près bien. Voilà, à peu près bien. Voilà. Parfois, il oublie de signer le papier, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de créer là? On est en train de créer un monde où des milliers d'applications sont utilisées par les commerciaux. Aucune d'entre elles ne sont interconnectées. On refait et on refait et on refait. Et on avait déjà du mal à recruter des vendeurs. On est en train de rendre leur métier pénible pour vouloir en faire quelque chose d'autre que ce qui est déjà. Donc la difficulté maintenant, ça va être de rendre la vie des commerciaux dans l'entreprise la plus agréable possible si on ne veut pas les paumer. Je vous montre juste une petite diapo qui fait mal à la tête. Hein. Voilà. Donc ça, ce ne sont que des applications informatiques qui peuvent aider un commercial à travailler différemment. Tout ça, c'est du scrapping sur le web, du retargeting, de tout ce qu'on veut comme outil qui permet d'aller chercher quelqu'un qui se balade, le rechoper d'un endroit sur l'autre, lui envoyer de la com sur LinkedIn, de leur renvoyer la même sur notre ami Facebook, peu importe. Tous ces outils-là, pareil, c'est de l'automatisation de marketing. Juste ça, ce sont que des CRM. Voilà, donc là-dedans, qu'est-ce qui est bon pour qui? Personne ne le sait en fait. Hein. Voilà. Chacun a des CRM métiers, chacun choisit des applis, il y a des machins qui marchent, des machins qui ne marchent pas très bien. Voilà. Donc moi j'ai fait pour tous ceux qui veulent se lancer dans le gros hacking, j'ai pas mal bossé là-dessus pour voir comment ça fonctionnait, les Phantom Buster et autres, Lemlist, voilà. Bon, ça peut fonctionner, ça reste compliqué, il faut toujours un être humain pour les faire marcher, et on arrive à des résultats parfois... Voilà, je ne sais pas qui d'entre vous a reçu un message sur LinkedIn qui dit « J'ai regardé votre profil et il me semble que vous devriez avoir besoin de ceci » et c'est complètement à côté des chaussettes. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est du gros hacking. C'est de la machine qui envoie à tout le monde la même chose et qui n'a rien regardé de ton profil, évidemment, voilà, et qui se trompe sur le sujet. Donc le garçon qui l'envoie, il passe pour un idiot plutôt que pour un mec intelligent. Bref, donc ça, c'est un peu la tendance et ça nous rend le boulot encore plus difficile. Non pas parce que les applications ne sont pas bien, hein, c'est juste qu'on a bien du mal à faire en sorte de trouver les bonnes, voilà, pour les bonnes entreprises. Moi, je n'ai pas eu le choix, par exemple. J'intègre Office 365, Salesforce Marketing Cloud, donc que des outils d'énormes machines. Et pourtant, au final, je suis une TPE. Voilà. Donc, ce n'est pas beaucoup plus simple non plus. Parfait. Donc, qu'est-ce que le digital là, a accéléré là, dans les derniers mois grâce ou à cause du Covid? Donc de plus en plus de vidéoconférences, de plus en plus d'ateliers en ligne, de plus en plus de présentations commerciales. Donc tout ça, il faut le préparer. Ça ne se présente pas tout à fait pareil quand on est dans la salle ou quand on n'y est pas. Les rendez-vous commerciaux, les démonstrations de produits, toute la partie communication. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on multiplie les éléments de com'. Donc on peut discuter avec un prospect sur un message sur LinkedIn. On peut lui envoyer un message sur Sales Navigator. Ça vous parle, Sales Navigator? L'add-on de LinkedIn qui permet de créer des liens avec les gens, ou en tout cas des filtres pour aller chercher des business. Donc en même temps, par exemple, on a un meilleur taux de réponse sur un message LinkedIn qu'un message sur Sales Navigator à l'heure actuelle. C'est pas sûr que ça dure, mais en tout cas c'est comme ça. On peut travailler ou discuter sur WhatsApp. Je ne sais pas combien de groupes WhatsApp vous avez. Il faut enlever les notifs tellement ça fait ting-ting toutes les 2 minutes. Donc on a des clients qui nous répondent que sur WhatsApp. Moi j'ai des clients qui me répondent que sur WhatsApp. Je peux lui téléphoner, lui envoyer un texto. Alors ça marche aussi ça, hein, les textos, voilà. Ou bien Messenger, ou pour les plus, ceux qui n'ont pas envie de se faire traquer, un petit coup de signal parce que celui-là, il est moins surveillé que les autres. Voilà, je vous passe tout le partage de contenu.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage du contenu avec son client, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ce qui veut dire que le client nous connaît parfois bien mieux que ce que nous, on pourrait comprendre même de notre boîte. Plus la boîte est grande, plus la personne passe du temps sur notre site web, plus elle en sait, et parfois plus que nous, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire ça. Donc en fait, la digitalisation, elle a permis à une entreprise qui cherche quelqu'un de se faire une petite idée de toutes les boîtes qui peuvent répondre à sa problématique. Donc quand on était plus jeune, on allait voir un client, on avait une chance qu'il ne voit pas un de nos concurrents, simplement parce qu'il ne les connaissait pas. Aujourd'hui, c'est assez rare et on fait régulièrement des rendez-vous avec des gens qui nous ont choisis. C'est encore mieux. Voilà. Et donc, si on ne fait pas partie des gens choisis grâce aux marketeurs, on ne sait pas combien on en loupe d'affaires. Hein. Donc ça aussi, c'est important de travailler ensemble, le market et le commerce. Voilà. Et puis pour finir, on partage aussi des données avec son client de plus en plus. Hein. On a tous des clouds. Vas-y, mets-moi le là, mets-moi le là, mets-moi le là. Il y a un stand là d'un collègue sur la cybersécurité. Plus on ouvre le cloud de personnes et plus on a de chances d'avoir des petits problèmes. Bon, donc tout ça, ça pose encore une fois des problématiques de façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a rendu le commercial source d'informations multiples. Il doit tout savoir et tout connaître. Voilà. Et quand tu sors d'un rendez-vous, c'est pas rare qu'un client qui te regarde partir tape sur Google la dernière truc que tu lui as dit pour vérifier si tu dis des conneries ou pas. Voilà. Et comme Google a toujours raison, faites attention. Tapez Google avant. S'il a toujours raison sur le projet. Voilà. Donc du coup, ça peut poser des problématiques qu'on n'aurait pas eues si le digital ne donnait pas accès à toute cette info. Ensuite, il va falloir composer avec ce qui arrive. D'accord ? Donc ça, c'était ce qu'il y a déjà. Ce qui arrive, alors tout ça, c'est déjà là. Voilà, on va dire ces quatre-là, là, ils y sont déjà. Donc le social selling, c'est un grand nom pour dire plein de petites actions sur le web. Le gros hacking, je vous en ai déjà parlé un petit peu, hein, c'est aller balancer de l'info pour aller récupérer le plus possible de gens dans notre créneau d'activité et de façon automatique. C'est la prospection de masse sur les réseaux sociaux. Et donc ça, il y a des outils fantastiques pour ça qui sont rigolos. Le sales automation, c'est comment on fait pour que le parcours du commercial ne soit plus que la rencontre avec la personne quand elle a choisi de nous recevoir. Tout ce qui se fait avant, on peut l'automatiser. Les relances, les bonjours, les prises de rendez-vous. On automatise la prise de rendez-vous, par exemple. Qui utilise Calendly ? Voilà. Donc, tu automatises ta prise de rendez-vous sans problème. Prenez rendez-vous avec moi. La personne le fait toute seule. Donc, j'ai transféré le boulot au client. C'est bon, ça ? Voilà. C'est super. Petit à petit, on renseigne aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chatbots. Ils sont de moins en moins couillons pour les expériences qu'on peut faire. Et ça veut dire que ce qui se passe avant, ce qui se passe après, la démarche commerciale, peut être répondue par des machines qui utilisent de l'intelligence artificielle et du deep learning pour s'améliorer. La dernière fonction de Edge ou de Chrome, clic droit à traduire en français, elle est juste magique. Hein. Une seconde après, n'importe quel article est traduit en français avec des phrases qui ont exactement le sens qu'on lui aurait donné. Donc pour une boîte internationale comme nous, publier des articles, ça devient de plus en plus simple parce qu'avec un clic droit, vous le mettez dans la langue que vous voulez. C'est juste magique. Bien. Et donc on arrive au final maintenant à collecter de la data, de plus en plus de data pour essayer de déterminer des stratégies. Alors il y a des business, j'imagine que tu commences à être là-dedans, tu vas nous en parler. Nespresso par exemple est déjà beaucoup là-dedans et tous ces directeurs commerciaux ne font plus de propositions de chiffre d'affaires à la direction, c'est les data qui disent combien les secteurs vont faire de chiffre d'affaires commercial par commercial, sur quel genre de produit et de quelle manière. Voilà. Donc ça rentre dans notre façon de travailler, ça nous oblige à des façons de comprendre notre clientèle qui viennent de l'utilisation des données. Voilà. Ce qu'on appelle du data-driven. Notre vrai métier, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on sait faire, nous, les commerciaux ? On est une race particulière, vous l'aviez remarqué. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire que les autres ne savent pas faire, en fait ? Voilà. En l'occurrence, on sait faire deux choses. On sait créer du lien avec les gens de façon rapide. On aime les gens, ça se voit, et on sait créer du lien avec eux. Voilà. La deuxième chose qu'on sait faire, c'est convaincre. On est convaincu d'un truc, on sait convaincre les autres. Voilà. Donc, pour régler le premier problème, on a inventé les blockchains. La blockchain est un tiers de confiance. Donc, si je fais partie d'une blockchain avec tout un tas d'autres gens qui sont dans un même écosystème, alors on a déjà créé la confiance. J'ai plus besoin des commerciaux pour le faire. Donc, je viens d'éliminer une grosse partie de notre business qui fait que chacun a sa façon de créer de la confiance, mais quand c'est moi qui me débrouille le mieux, je peux avoir un avantage sur les autres. Là, ça n'est pas là encore. Hein. Mais en gros, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est changer du Bitcoin sans passer ni par des organismes financiers, ni par des États. C'est ça l'idée. C'est créer un tiers de confiance qui permet de faire ça. Donc,
ça va s'appliquer à nous tôt ou tard. Tout le monde essaie de se séparer de la fonction commerciale qui est pénible à manager. Et donc, du coup, ils vont finir par y arriver. Qui est familier avec les smart contracts? Vous avez entendu parler? Vous avez une idée de ce que c'est? Ouais, toi, évidemment. Donc ça, c'est un style de contrat qui s'effectue tout seul dans la blockchain. Je fais toujours le même exemple pour que je le trouve simple et en plus on y arrive. Donc on va bientôt être en hiver. Si on a un peu de chance, il y aura un peu de neige et on pourrait réserver un billet dans une station pour 5 jours de remontée télémécanique. Mécanique, pardon. Le smart contract, c'est un truc qui, dans la blockchain, va vérifier que dans notre contrat, toutes les conditions du contrat sont vérifiées pour qu'il soit établi. Ce qui veut dire qu'il va se connecter à la météo du lieu, à l'utilisation des remontes-pentes, à l'état de la station, ouvert, fermé, nombre de pistes ouvertes, nombre de pistes fermées. Et toute cette information, toutes ces datas, il va les conserver dans la blockchain. Et si au bout de 3 jours de fermeture, nous on a payé pour 5, au bout de 3 jours, le contrat dit que si c'est fermé 3 jours, on doit être remboursé, le contrat va s'effectuer tout seul, sans aucune personne. Donc en fait, c'est la machine qui va décider de nous rembourser puisque toutes les conditions du contrat sont bonnes. Donc ça, il s'en développe de plus en plus. Alors, on ne va pas faire un cours sur la blockchain. Il y en a des dizaines et il y a des dizaines d'outils qui permettent de faire d'autres trucs. Mais en tout cas, ça, ce sont les grands sujets. Voilà. Je vous passe l'arrivée du Web 3 qui, à nous, va nous poser, pareil, quelques petits soucis. En tout cas, la fonction commerciale. Le Web 3, c'est à peu près le Web 2 avec la capacité de mettre en relation des gens les uns avec les autres sans intermédiaire. Et pourquoi pas de se payer. Bon, donc c'est le step de plus sans que nous, on intervienne. Bon, on a encore très peu d'applications hors crypto-monnaie, parce que pour l'instant, tout ça, c'est un peu le support des crypto-monnaies et on n'est pas trop sorti de là. Bon, mais déjà, on commence à y réfléchir. Et je pense que nous, on aura des applis assez vite pour aller là-dedans, notamment dans des domaines qui vont avoir des difficultés à prouver. Par exemple, la grande distribution réfléchit beaucoup au blockchain pour montrer qu'ils achètent local, pour montrer que ce n'est pas de l'enfume. Voilà. Ils vont avoir besoin d'avoir des tas de preuves pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'était un peu la perspective. Juste la bonne raison d'espérer, c'est que pour l'instant, donc ça, vous ne voyez pas évidemment de si loin, mais une activité physique reproductible, on va la reproduire à 80% à l'échelon à peu près 2030. C'est ce que pense McKinsey. La capacité d'une machine à dépasser l'homme sur toutes ses capacités, on nous annonce aux alentours de 2060. C'est-à-dire qu'un robot va être plus fort que nous, plus rapide, plus intelligent. Il saura répondre à toutes les questions que nous, on pourrait se poser. Et en plus de ça, il ira plus vite que nous pour n'importe quel type de calcul. Voilà, donc a priori, la machine prend le dessus sur nous en 2060. Ce qu'elle ne sait pas faire pour l'instant, c'est qu'elle ne sait pas appliquer de l'expertise à une décision. C'est ça convaincre, c'est ça notre métier. Donc pour l'instant, elle a du mal et elle n'est pas trop sur ces sujets. Et puis le produit est compliqué, et puis il y a des chances que nous, on y arrive. Donc est-ce qu'il y a besoin de commerciaux encore et à quoi ça servirait? Eh bien, en fait, on va se donner tout de suite les 3 bonnes raisons. On a encore combien là? 7, c'est ça? Tu me dis quand j'ai plus que 10 minutes. Un quart d'heure, ouais, ça va. Donc on peut terminer là-dessus avant de discuter ensemble. En fait, un être humain dans la relation commerciale, on est arrivé à s'en défaire, on n'en a pas besoin. De nombreux sites web sont des sites de e-commerce. Amazon, par exemple, il n'y a personne pour vous conseiller, si ce n'est un chatbot ou une machine. Voilà. Donc ça, on sait le faire. Donc pourquoi on va conserver des commerciaux et dans quel contexte? Le premier, il faut que l'être humain apporte une valeur ajoutée au client. Sans lui, il n'y arrive pas. Donc les métiers technologiques, notamment de l'informatique, qui semblent compliqués de l'extérieur, ils ne le sont souvent pas beaucoup, mais en tout cas, ils semblent compliqués de l'extérieur, besoin de réfléchir, trouver des solutions. On ne migre pas d'un CRM à un autre sans rencontrer au moins un commercial, si ce n'est une équipe technique qui va nous aider à comprendre comment on peut faire. Donc là, il y a de la valeur ajoutée, c'est possible. Même sujet si la vente est assistée. Je vous fais dans l'industrie, par exemple, acheter une machine à 1 million d'euros, ou 2 ou 3. On va chercher des gens qui connaissent le métier, qui ont compris comment ça marchait, qui savent de quelle manière ils peuvent l'adapter à notre problématique spécifique. Donc on garde, et on ne sait pas le faire tout seul. C'est trop compliqué. Voilà. Donc il faut qu'on
créer un lien de confiance avec des gens et qu'on se dise OK, on va le faire. Voilà. Et puis au final, plus les boîtes sont grandes, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je prends toujours Orange parce que franchement, on les aime bien, puis je suis client chez eux. Voilà. Ils sont élus service de l'année là, à chaque fois. Bon, je ne sais pas comment ils font. Parce que chaque fois que je téléphone, c'est une catastrophe. Je me réexplique 5 fois, j'ai 10 fois, j'ai jamais le même mec, ils y comprennent jamais rien au problème que j'ai. Bref, bon, je sais pas. Ils doivent avoir un service à part avec des gens qui savent, et c'est ceux-là qu'on leur fait appeler pour avoir le Word à la fin de l'année. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas une boîte lisible de l'extérieur. Ces grandes machines ne sont pas des boîtes lisibles de l'extérieur. Donc quand j'ai un commercial B2B qui vient me vendre une flotte de téléphones, parce que j'en ai 90 de commerciaux sur la route, j'aimerais qu'il sache faire tout seul. Ou en tout cas, s'il ne sait pas, c'est lui qui va m'orienter partout. Voilà. Il va s'occuper de moi du début jusqu'à la fin, il va me nurturer quand j'en ai besoin, m'envoyer de la bonne info, s'occuper de moi quand j'ai une problématique. Il ne va pas y répondre, mais il va savoir m'orienter, me donner le bon numéro de téléphone de la bonne personne, pour pas que je tombe dans cette espèce de nuage dans lequel je suis que numéro. Et pourtant, au début, on m'avait promis que non. Voilà. Bien. Donc ça, c'est les bonnes raisons de garder une relation humaine dans le développement commercial d'une entreprise. Voilà. Si on a un produit simple et qu'on peut se débrouiller avec un site web, ben pourquoi pas. Voilà. Le commercial n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Voilà, je vous donne l'exemple d'une petite entreprise toulousaine qui s'appelle Empreinte Mon Toutou. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une plateforme qui met en relation des chiens, enfin des propriétaires de chiens, avec des gens qui les empruntent. Bah oui, ça marche. C'est un truc de fou. Donc voilà, on peut avoir une vie, aimer les animaux et pas avoir une vie qui soit en adéquation avec. Donc on peut prendre un chien par exemple. Bon, mais eux développent partout à l'export. En France, ils n'ont jamais eu un seul commercial terrain. Ce n'est que de la relation Internet, ce n'est que de la communication et 80% sur Facebook. Voilà. Je ne vous dis pas le montant de AdWords qui paye pour être présent en premier. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va accueillir Arnaud Perret, qui va d'abord dis ce que tu fais, c'est plus facile. Oui, ça va être plus simple. Donc Arnaud Perret, je suis responsable commercial régional Midi-Pyrénées chez JC Deco. JC Deco, nous, c'est la rue, c'est l'extérieur. J'aperçois quelques mobiliers d'ici. Donc c'est toutes les solutions de communication extérieure. Si on fait un focus sur Toulouse, c'est les vélos Toulouse qui se promènent place du Capitole. C'est tout le réseau Abribus, ce sont les bornes vélo, c'est la communication grand format et c'est également des solutions un peu plus tactiques comme l'univers aéroportuaire où on est bien représenté à Toulouse. J'anime une équipe de 10 personnes et pour vous donner un petit peu le spectre, la plus jeune a 21 ans, la plus expérimentée c'est mon assistante, elle nous quitte à la fin du mois. Donc toutes les problématiques et les sujets qu'on a évoqués, je les constate au quotidien. Ce qui nous rassemble tous, la fonction commerciale et le petit épinglette là, pour dire qu'on fait partie de la même tribu. Et donc au DCF, il a la responsabilité de la partie éducation, enseignement. Donc c'est lui qui va convaincre les jeunes dans les écoles pour participer au DCF Challenge. Voilà, on le présente le 17 octobre à la Caisse d'épargne. Donc s'il y en a qui veulent avoir quelques infos et venir nous rencontrer ce soir-là. Voilà, l'idée c'est de faire que le plus grand nombre de jeunes s'intéressent à la fonction, la comprennent, participent à un concours national, donc le DCF Challenge, chaque année, pour se valoriser et avancer avec ça. Sur donc la question de la digitalisation, donc j'imagine que toi tu en es déjà à un certain niveau. Donc quel genre d'outils vous avez déjà intégré pour toutes vos équipes ? Bien, par rapport à tout ce que tu nous as présenté, on a un peu la totalité du spectre. On va commencer par l'expérience client et le fameux CRM. Moi, comme toi, je l'ai découvert quand j'ai attaqué mon métier. C'était au siècle dernier. J'utilisais Act 2.0. La société à l'époque n'en avait pas et quand on a dû renouveler la licence, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû trouver des solutions alternatives. Heureusement, depuis, on est passé sur Dynamics 365. Et mon plus grand combat au quotidien, en tant que manager, j'aime plus trop d'ailleurs cette notion de manager parce que je suis plutôt, même si je fais de l'encadrement, j'essaie vraiment de faciliter les relations, c'est de convaincre les forces commerciales que c'est leur meilleur ami. Et le meilleur exemple, c'est de dire, on a beau avoir beaucoup de mémoire, quand j'ai fait un rendez-vous chez un client il y a 6 mois en arrière, je suis incapable de donner le détail du rendez-vous. Dans les grandes largeurs, oui,
mais la conviction profonde, les taux de négo, tous ces éléments qui font le sel effectivement de notre relation, c'est impossible de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être sur tous les outils et les dimensions de stockage. Là, c'est pareil, je vais encore montrer mes cheveux blancs. Quand je me déplaçais, j'avais des bannettes dans mon coffre avec toutes les fiches produits. Aujourd'hui, on a la chance de tout avoir dans le téléphone et à distance, on peut récupérer l'ensemble de nos données. Et on va même plus loin, puisqu'on a une Sales App qui est mise à jour quotidiennement. Il y a juste à trouver un bout de Wi-Fi un matin en prenant son café. Et les données sont actualisées en temps réel. Et enfin, la collaboration, qui est aussi un élément important, encore plus quand on essaye de jouer la carte de la transversalité. C'est tous ces outils, effectivement. Nous, on utilise Teams et c'est un véritable régal. Je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. On peut encore aller un petit peu plus loin. Là, quand je fais un parallèle sur les réunions que je faisais au préalable, où on passait la journée entière à découper les chiffres, ça maintenant, on les a, donc il n'y a plus besoin, on ne travaille plus du tout là-dessus. On fait des réunions extrêmement courtes. J'en ai encore fait une ce matin. Donc c'est en mode hybride, ça c'est la nouveauté aussi pour les managers, c'est qu'on a une partie des équipes en présentiel, l'autre soit dans sa voiture, soit à domicile. Donc il faut faire des formats très courts, essayer de favoriser l'interaction, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je travaille beaucoup justement à rendre les contenus les plus agréables possibles pour l'ensemble des équipes. Voilà. Là, comme ça, là, tout de suite, tu dirais qu'il te manque quoi en termes de digitalisation? C'est quoi le prochain step? Le prochain step, ça va être d'essayer de peut-être en enlever un petit peu. Tu le disais, on a tellement d'outils. J'ai encore mon téléphone avec plein de notifications, donc toutes celles qu'on a dit, du Teams, du SMS, de l'appel, du WhatsApp. Donc c'est qu'on soit en capacité de définir précisément des canaux qui vont nous permettre déjà en interne de gagner du temps et de ne pas s'interpeller en disant tu as eu mon message, mais sur quel canal? Il faut retrouver le bon canal. Et ensuite, dans la relation client, essayer, comme tu le disais très bien, de pouvoir définir et l'inscrire dans le marbre, le canal qui correspond le mieux à mon client et le connaître. Voilà. Quand j'appelle un client, moi, comme je supervise un peu tout le monde, ça m'arrive d'appeler des clients. Et j'aime bien avoir les bonnes informations. Et si effectivement, dans le CRM, on me dit il faut privilégier le SMS ou le Teams ou autre, ça pourra permettre de gagner du temps. Parfait. En termes d'intelligence artificielle, vous avez fait des tentatives? Alors, nous, c'est un sujet de fond, mais plus dans notre core business, donc sur toutes les logiques de mobilité, puisque nous, notre métier, c'est la mobilité, c'est l'audience, dès qu'on se déplace. Sur le business pur et dur, aujourd'hui, c'est pas redescendu jusqu'à nous. Je sais qu'il y a des sujets qui sont en réflexion, mais là, il faudra repasser dans quelques mois. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est que tu essaies de comprendre comment tes clients voient tes panneaux, quel trajet ils utilisent, comment tu les suis. Exactement, c'est mieux qualifier les audiences. Ça, c'est le web digital, effectivement, qui nous a donné pas mal de réflexions, justement, pour apporter une réponse en adéquation avec ce qu'ils étaient capables de faire. Il y a l'arrivée, notre outil de mesure de référence, c'est Mobimétrie. Le petit pendant de médiamétrie. On l'attend là pour 2023, donc ça va nous donner des éléments supplémentaires justement pour apporter de l'expertise chez nos clients et les convaincre plus facilement. Ok. Est-ce qu'on a encore du temps, les garçons? 6 minutes encore? Putain, mais c'est génial. En termes de réflexion sur l'utilisation des données clients, on a un sujet. Alors moi, je suis européen, ma boîte à moi est nord-américaine, et ils ont un peu de mal avec un truc qui s'appelle RGPD. Est-ce que ça... On est complètement au cœur, nous, voilà. On est très vigilants justement aux données qu'on met dans le CRM. Donc on est sensibilisé régulièrement sur la data qu'on met à l'intérieur. Donc effectivement, c'est le quotidien de bien respecter justement cette législation. Ok, ça vous avez réussi à être capable de rendre ces données à un client si vous les demandez? Pour l'instant, on n'a pas eu de demande, mais en tous les cas, la donnée elle est maîtrisée et elle est conforme à la réglementation. Ok. En quoi ça a changé? On comprend que ça a beaucoup changé ton quotidien entre les Teams, etc. On ne va pas dire que c'était mieux avant, jamais. Non. Donc tu envisages comment de maintenant te projeter à 3-4 ans sur ta fonction à toi et la fonction de tes commerciaux? Est-ce que la fonction de tes commerciaux aussi a changé? Complètement. Je parlais de notion de manager tout à l'heure, effectivement, qui commence à un peu être passé de mode. J'essaie plutôt de m'inscrire comme une poulie de transmission, essayer de faciliter la relation aux annonceurs,
aux commerciaux, aux équipes commerciales en général. Et là où on va pouvoir s'améliorer, effectivement, c'est avec toute la donnée qu'on est en train de capter, rendre nos équipes encore plus performantes dans l'intérêt du client. Tu disais quelque chose sur lequel je voudrais intervenir. Tous ces éléments de digitalisation fait que potentiellement, on peut se passer de voir un client physiquement pendant une année. Et pour autant, à chaque fois que je vais en clientèle, ce qui fait le sel de notre métier, c'est cette relation commerciale, cette relation humaine. Et à chaque fois, j'ai plein d'anecdotes où, quand je suis en rendez-vous chez un client, il y a des photos au mur, il y a des éléments sur lesquels on vient récupérer de l'information et on crée de la préférence. Et finalement, moi, j'ai même des équipes qui sont là depuis un petit moment, qui ont réussi à passer le step de j'achète pas une solution JC2Co, mais j'achète la solution du commercial. Parce qu'elle s'intéresse énormément à ce que fait le client et elle se met à la place. Et dans un univers où le client, effectivement, il a tout à disposition, elle vient l'aider, elle lui permet de faire ce petit pas de côté pour lui permettre de regarder un peu différemment son modèle économique et son business. Et moi, la plus grande force du commercial aujourd'hui, c'est ça. C'est un petit peu cet éclaireur, cette personne qui va pouvoir te permettre de regarder ton business un peu différemment et t'apporter les solutions qui sont nécessaires. Merci. Peut-être des questions. Vous êtes venus, vous avez dépensé votre après-midi. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre? Ça sera avec plaisir. Vous avez compris qu'on était un peu passionné par le sujet, donc profitez-en. Peut-être une question? Non? Tout était clair dans ce qu'on a raconté. Alors moi j'en ai une pour celui qui veut bien répondre. On va faire l'inverse. C'est nous qui allons poser des questions. Est-ce que ça vous le vivez de la même manière, vous le sentez de la même manière, sans trop être sur la fonction commerciale, mais globalement vous voyez cette évolution du business? Force de vente avec les clients que j'accompagne. Et le CRM, c'est un sujet énorme. Ouais. Et souvent, effectivement, le problème du CRM, c'est le management, en fait. C'est que les managers ne savent pas travailler avec les CRM. Et donc, on se retrouve avec des forces de vente qui remplissent de la donnée pour remplir de la donnée, voilà. Et avec des outils CRM mais qui deviennent faussés et inutilisables, parce que quand il n'y a plus que de la donnée que les gars remplissent, parce qu'on leur demande de remplir, alors à un certain moment, ils remplissent. Hein. Ouais. C'est les commerciaux. Hein. Mais voilà, donc l'outil CRM, moi je suis convaincu de ce que vous dites, hein. C'est un outil pour les forces de vente et pour le terrain qui est exceptionnel. Surtout que moi aussi je suis d'une génération où j'ai connu, on perdait énormément d'informations, de données, c'était terrible. Donc le CRM c'est un outil fabuleux, à condition que le management soit capable d'avoir votre discours et vraiment de piloter intelligemment dans l'intérêt des commerciaux, de la force de vente. Ouais. Donc je vous rejoins. Dans cet univers où, comme dans beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de spécialistes. Et donc, nous, il y a plusieurs commerciaux qui interviennent sur un même compte. Si on n'est pas en capacité de savoir ce qui a été fait par l'autre équipe, on passe pour n'importe qui auprès du client, quoi. Donc, alors qu'à l'inverse, quand on a bien les éléments, on dit « Monsieur le client, vous avez vu telle équipe, on a parlé de tel sujet, on est d'accord. Moi, je vais vous parler de ça. » Ça fait hyper pro. Et voilà, c'est redoutable et ça permet à tous de gagner du temps. Tout à fait. Dans l'univers du web, on nous prépare quoi en fait pour nous, les commerciaux? Vous commencez à réfléchir, à nous développer des trucs qui vont nous envoyer des leads hyper chauds Je peux être désagréable tout de suite. Ouais. Quelque chose sur votre présentation où la blockchain, vous dites c'est l'avenir. On a trouvé d'énormes failles de sécurité dans la blockchain cet été. Donc il y a déjà un truc où il va falloir revenir un petit peu là-dessus. Après, il y a toujours la dichotomie entre les marketeurs et les commerciaux. Les marketeurs qui disent que les commerciaux, ils ne se bougent pas assez parce qu'ils ne s'occupent pas assez des leads. Et les commerciaux qui disent que les leads envoyés par les marketeurs sont pourris. Ouais. Ça va durer alors, encore c'est ça ma question, c'est comment on fait pour améliorer ça? La différence, plus on fait du volume, moins on fait de la qualité. C'est toujours pareil, c'est le rapport entre le quantitatif et le qualitatif. Et je pense que les gros hackers ont vraiment un peu pourri, grosso modo, pas mal de choses sur le secteur où il y avait des super outils comme LinkedIn qui étaient très qualitatifs et maintenant c'est devenu l'horreur. On est d'accord. Et il y en a qui essayent d'exister dessus, un peu comme sur Facebook. C'est pas terrible. Moi, j'ai peut-être une réponse, justement, modestement, dans notre groupe. On a, autant avant, c'était 2 directions dissociées. Aujourd'hui, c'est une seule et même entité. C'est la direction générale commerce, marketing et développement.
Donc tout est intimement lié. Et nos directeurs marketing, moi je les ai toutes les semaines au téléphone, et ils sont vraiment à notre service et inversement. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de leur faire des remontées d'informations pour que les éléments qu'ils nous transmettent soient aussi en adéquation avec le business. Donc je pense que premier élément, il faut rassembler tout ce beau monde. Eh bien, sur ces belles paroles, on vient de me signifier que l'heure est finie. Non, on peut continuer, nous on va rester là un peu si vous voulez échanger. C'est avec grand plaisir et merci de votre patience. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci.